1997, la survivante Madame Mireille Benveniste-Nizar, l'intervieweuse Malka Markovic, cassette numéro 3. Après la guerre, vous avez parlé du fait que les personnes ne pouvaient pas forcément parler de ce qui s'était passé. Est-ce que vous-même, vous arriviez à parler de ce qui avait dû se passer? Très peu. On disait, bon, notre père a été déporté, mais on n'osait pas trop en parler. On vivait encore replié sur nous-mêmes parce que on avait l'habitude de faire silence, si vous voulez, de nos réactions un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Oui, les gens étaient gentils, c'est vrai. Et la vie a pris le dessus, surtout. Ouais. Est-ce que on vous posait des questions? Est-ce que, lorsque vous disiez mon père a été déporté... Quand c'était des amis, oui, ils me demandaient un petit peu les détails, mais les autres gens, pas tellement. Pas tellement. C'est surtout les amis de lycée, les amis de mes parents, quoi. Alors, justement... moi, je ne sais pas pourquoi, au hasard des déménagements, c'est moi qui avais toutes les lettres de mon père. Et un jour, je me suis dit, on est plusieurs enfants, pourquoi c'est moi qui ai toutes ces lettres? Et alors, pour le 40e anniversaire de sa déportation, je me suis dit, je vais faire un recueil et je vais en donner un exemplaire à chacun de mes frères et sœurs. Et c'est ce que j'ai fait. En plus, j'en ai donné à mes enfants. Et évidemment, c'est pas très bien tapé, mais enfin, mon mari a fait photocopier les lettres aussi parce que ces lettres, elles sont de moins en moins visibles. Et je les ai traduites, sauf une que j'ai jamais pu traduire parce que le crayon Fuchsine a bavé, et je ne sais pas. J'ai jamais pu la traduire. Mais sinon... mon père disait il faut que je sois un grand épistolier pour écrire sans avoir jamais de réponse, parce qu'il a eu très très peu de lettres de nous. On en écrivait, mais il ne recevait rien du tout. Il nous écrivait, il nous faisait des recommandations, il parlait beaucoup de notre avenir, qu'il fallait être solidaire, quoi, aider notre maman. Et entre les frères et sœurs, après la guerre, et avec votre mère, vous parliez de tout ça, entre vous? Par la force des choses, oui, parce que pratiquement on avait été ruinés. On avait été ruinés, bon, on a été dévalisés, ruinés de tous les biens matériels, comme ça, et on a essayé d'être solidaires pour essayer de reconstruire un petit peu quelque chose. Et d'avoir des secours. On a déposé des dossiers là pour les réparations allemandes, ça a été très 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 long. On a eu quelque chose, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez eu? Attendez, je crois qu'on avait eu 7000 francs 7000 francs chacun, je crois. Je ne me rappelle plus exactement de la somme, c'est chez le notaire. Et de la part de la France, vous avez reçu quelque chose? Il y avait une indemnité forfaitaire, je crois, de quelques centaines de milliers de francs par déporté, que maman a eu aussi. Et c'est tout. Il a fallu tout reconstituer par nous-mêmes. En quoi cet épisode a influé sur le cours de la vie de votre mère, de vos frères et sœurs et de vous-même? De ma mère, je crois que ça raccourcit la vie, parce que maman était une superbe Alsacienne, très costaud. Elle avait nourri et élevé 9 enfants, et elle était très vaillante, mais je crois que ce chagrin l'a minée. Et elle est morte en 58, elle avait que 68 ans, vous voyez. Donc elle aurait pu vivre encore longtemps et voir une suite plus heureuse aux événements. Et vos frères et sœurs? Et mes frères et sœurs chacun, la vie a fait son chemin, c'est-à-dire mes frères qui avaient été au collège Savinol
Un a passé son bac en rentrant à Marseille, les deux autres ont continué. Et puis, ma sœur Marthe s'est mariée, donc elle a eu tout de suite des enfants. Et puis, mon frère Gilbert, lui, je vous ai dit, il avait trouvé une place dans une maison d'importation de café de Madagascar. Après, il a travaillé chez Renault. La vie a suivi son cours. Hein. Et vous, de quelle manière cet événement a influé sur votre vie? Sur ma vie, si vous voulez, moi j'ai habité avec maman dans la même maison jusqu'à ce qu'elle meure. Et elle était, très très marquée. Pour moi, ça a été très dur de la voir souffrir moralement comme ça. Chaque fois je disais, mais tu as d'autres enfants, regarde, etc. Et avec mon mari, on a essayé de lui rendre la vie plus douce, un peu plus agréable que ce qu'elle avait. Elle a été obligée d'accepter un peu nos subsides parce qu'elle avait très très peu de quoi vivre, quoi. Et votre mari qui s'appelle Silvio Benveniste, voilà. Vous avez eu des enfants avec... J'ai eu 2 enfants. J'ai un fils qui est né en 49, je me suis mariée en 47, lui est né en 49, et une fille qui est née en 52. Qui s'appelle Isabelle, et qui a 4 enfants elle-même. Qui s'appelle Qui s'appelle Alexandre, Linda, j'ai un trou. Et votre fils s'appelle? Mon fils s'appelle Michel, il a 2 enfants, qui s'appellent François, qui a 19 ans maintenant, et Julie, qui a 16 ans. Alors chez ma fille, maintenant ça me revient, Amanda et Franck, ce sont les derniers nés, elle en a 4. Ce qui fait que nous avons 6 petits-enfants. Et nous les élevons dans le culte de leur arrière-grand-père. Vous avez beaucoup parlé avec vos enfants de tout ça? Ah oui, mes enfants sont très très motivés. C'est grâce à mon fils que j'ai pu faire le recueil des lettres. C'est grâce à mon fils que j'ai pu faire l'historique de la famille Nizar pendant l'époque terrible. Il est très motivé. Nous avons fait une fête. Nous avons essayé de commémorer le 50e anniversaire de leur déportation. Nous avons réuni toute la famille. Et il y a eu des discours, on a planté des arbres en Israël comme symbole à la mémoire des disparus. Israël, ça a représenté quoi? Beaucoup, parce que je vous dis, mon père nous a élevés dans le culte d'Israël. Il était président du KKL. Ma mère faisait la relève des troncs, et je sais que c'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Et je trouvais, pour lui rendre hommage, que le mieux c'était de planter des arbres en Israël. Et vous avez continué à être actif pour Israël? Israël a été créé? Je suis membre de la Viso, je suis allée moi-même en Israël en 92. Et je m'intéresse beaucoup à ce qui s'y passe. Si vous voulez, ça fait partie de notre être juif. Hein. C'est dans la Bible, je vous dis, puis mon père, il tenait beaucoup. Quel type de judaïsme vivez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on vit, je vous dis, je me sens profondément juive, mais nous ne sommes pas des juifs pratiquants. Voilà. Mon mari, en captivité, disait qu'il avait horreur des fêtes sur commande, il n'aimait pas les religiosités, et lui-même n'étant pas pratiquant, bon, je n'étais pas beaucoup, alors nous ne sommes pas très pratiquants. Votre mari a été en captivité où ça? Il a été en captivité à plusieurs endroits, d'abord dans la région de Vienne, en Autriche, et ensuite, le plus long de son temps, en Prusse orientale. Il est resté 5 ans prisonnier. En quelle année? Et ben de la guerre de 40, il a été fait prisonnier en juin 40 jusqu'en mai 45, date à laquelle il est revenu à Marseille. Voilà.
si vous aviez un message à transmettre aux générations futures qui verront ce témoignage, quel serait-il? Quel que soit le régime dans lequel on vit, de faire attention à ce que les ordres n'atteignent pas la personne humaine, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de ségrégation. Je vous remercie beaucoup, madame. Plaisir. Vous allez. Alors, là, autour de mon père et ma mère, on les voit bien, hein? Vous pouvez nous donner leur nom à nous? Alors, Armand Salomon Nizar et Béla Veil. Alors, à sa droite, en haut à droite, il y a mon frère André, l'aîné, c'est celui qui a été déporté. Il avait donc, à cette époque, puisqu'il est né en 14, il devait avoir 14 ans, non? 14 ans. En dessous de lui, en culotte courte, là, c'est mon frère Maurice, celui qui est devenu médecin par la suite, qui est né en 1920. À sa droite, c'est ma sœur Martoune, qui est née en 1922. Ensuite, sur les genoux de mon père, il y a mon frère Gilbert, qui est né en 1927. Ensuite, à droite, c'est moi, je crois, oui. Mireille est née en 1924. À ma gauche, c'est ma sœur Blanche, dite Blanchette, qui est née en 1918. Et au-dessus d'elle, c'est ma sœur Suzanne, l'aînée des filles, qui est née en 1915. Et c'est une nombreuse famille. Alors là, il manque Robert et Henri, parce que chaque année, presque chaque année, papa faisait faire une photo de tous ses enfants. Et manque, parce qu'on a perdu beaucoup de documents, c'est la photo où on était d'abord 8, et ensuite la photo où nous étions 9, avec 9 enfants. Voilà. Maman, alors, a eu la médaille de la famille française, la médaille d'or de la famille française, la même année de tous ces événements. Voilà. Elle a eu par la préfecture l'annonce qu'elle était médaillée de la famille française. Et après, je crois un mois après, il y a eu tous les événements tragiques dans la famille. Alors ceci, ce sont deux étiquettes que nous avons retrouvées sur les meubles de ma grand-mère qui étaient dans un appartement occupé d'abord par l'armée allemande et ensuite par l'armée américaine. Et quand on a essayé de rechercher les meubles, maman a tout de suite reconnu les meubles de ma grand-mère. Et l'officier américain était un peu sceptique, et puis en retournant les fauteuils, c'était un fauteuil et une table, elle a vu ces étiquettes qui prouvent le sens de l'organisation des Allemands, parce qu'il fallait le faire, et en même temps, ce qui nous donnait la preuve que ces meubles étaient bien à nous. Quand les deux sbires, les deux miliciens sont venus arrêter mon père, je suppose que mon père a dû leur demander « mais qui êtes-vous, de quel droit, etc. » parce que papa n'était pas un homme à se laisser faire, enfin c'était un homme d'action. Et il a dû montrer cette carte de visite avec la mention écrite en allemand dessus pour l'intimider. Et ça a dû jouer puisque malheureusement ça n'a rien... Papa s'est laissé faire, quoi. Il n'y avait pas d'autre moyen que de se faire arrêter. Sur ce plateau sont représentées les lettres que papa et André nous ont envoyées de Drancy. Avec quel subterfuge, j'en sais rien, mais ils se sont bien débrouillés parce que pendant les 30 jours où ils sont restés à Drancy, papa nous a écrit 30 fois. Les enveloppes marquent le tampon de la préfecture de Paris et l'effigie est encore à l'image du maréchal Pétain. Ces lettres sont extrêmement émouvantes pour nous et je peux en lire quelques passages qui nous ont paru les plus dignes d'être racontés. Dans la lettre du 3 juillet 1943, papa dit « Je remercie Dieu d'avoir épargné cette épreuve à ma femme et à mes filles. Cette proximité honteuse. »
Ensuite, dans la lettre du 21 juillet, il met que mes enfants soient dignes et courageux, surtout d'une conduite exemplaire. Je dis ça aux filles surtout, car les filles sont faibles. Qu'elles vivent la vie d'intérieur, qu'elles évitent les fréquentations et qu'elles restent dignes de la famille. Lettre du 24 juillet. Tous ceux qui sont ici ont été arrêtés pour peu de choses. Il aurait été étonnant que nous échappions à cette chasse à l'homme organisée par une grande puissance qui a conquis toute l'Europe. Lettre du 25 juillet. La journée d'hier s'est bien passée, commencée par l'office religieux du samedi. Naturellement, j'étais très émue et mes larmes coulaient toutes seules en pensant à vous, surtout au moment de la prière des Kohanim, où je rappelle tous mes enfants proches et éloignés. Je souhaite que mes souffrances soient une garantie pour leur bonheur, leur prospérité et une longue vie. Lettre du 29 juillet. Sans doute, lorsque cette dernière lettre vous parviendra, nous serons en route pour une destination lointaine. Avant de vous quitter, je ne veux pas oublier de vous répéter mes recommandations de prudence et de circonspection dans le choix de votre séjour, de vos relations et du maintien du patrimoine. Lettre du 30 juillet 43. Nos souffrances seront comptées pour le salut de nos enfants, dont j'appelle le nom de chacun chaque soir pour le mettre sous la protection divine. Je vous remercie.